Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Poelvez, qui est animateur professionnel. Il va se présenter lui-même tout à l'heure, mais pour la petite histoire, j'ai eu la chance de rencontrer Fabrice parce qu'on a été amenés à travailler ensemble à deux reprises, si mes souvenirs sont bons. Trop peu pour moi d'ailleurs. Ouais, bon bah écoute, hein, on va continuer. Donc une première fois où j'étais secrétaire générale d'une association de commerçants à Pornichet et où tu animais régulièrement des petites animations locales et notamment là c'était le marché de Noël. Et une deuxième fois où j'ai fait appel à toi parce que je coordonnais un événement PEE pour ne pas le nommer et où on a eu une soirée assez animée où tu étais animateur pour 300 à 400 personnes. Voilà, donc je te passe le relais pour que tu te présentes à nos auditeurs et que tu nous racontes qui tu es en quelques mots. Merci beaucoup pour cette invitation, Magali. Effectivement, c'était un plaisir de travailler à tes côtés. J'espère que c'est pas la dernière fois, en tout cas, qu'il y en aura d'autres. Je vais me présenter, on va faire court. Fabrice Poelvez, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite Divat-sur-Loire, dans l'agglomération nantaise, un petit peu dans la deuxième couronne, comme on appelle ça aujourd'hui, dans le vignoble de Nantes, pour situer. Animateur depuis l'âge de 16 ans, moi j'ai commencé la radio très jeune, dans une locale de Fun Radio, et j'ai travaillé pour le groupe RTL pendant une bonne quinzaine d'années, pour notamment les marques Fun Radio, RTL2, et la chance est également de participer avec une petite expérience pendant cette période-là, à cette aventure d'RTL avec cette célébrissime Rue Bayard. Voilà, donc ça a été une grosse, une belle période de ma vie, une maison qui m'a marqué, vraiment, où j'ai rencontré des gens exceptionnels, de vrais professionnels de la prise de parole, que ce soit derrière un micro, dans un studio, ou une prise de parole en public, qui est deux métiers pour moi différents, mais qui sont complémentaires. Une présentation qui va être suivie après par un parcours dans l'événementiel. Pour faire simple, moi je suis un garçon de l'événement et de la radio et du média. J'ai toujours fait ça en même temps. J'ai toujours eu cette passion du micro à la main, directement lors d'événements professionnels ou aussi privés. Et puis également la passion du micro aussi dans un studio de radio. Tout a été complémentaire pour moi, ce qui me rend, derrière un micro dans un studio de radio plus fort parce qu'on sait ce qui se passe à l'extérieur et on peut faire vivre et vibrer, cette passion pour l'autre, en fait. Rapidement, on va voir que notre métier est lié à l'autre. Ok. Ça, c'est imparable. Et aujourd'hui, pour faire simple, après voilà une vingtaine d'années dans le monde de la radio, de l'événementiel, aujourd'hui, je suis animateur sur la radio RCA. RCA qui est basée donc à Saint-Nazaire, qui a 5 fréquences avec des émetteurs, notamment sur, je le rappelle, Saint-Nazaire, Nantes, également les Sables-d'Olonne, et puis depuis un an maintenant, Châteaubriand et Bain-de-Bretagne. Donc voilà, ça commence à grandir gentiment avec une priorité, en tout cas pour cette radio, c'est de faire du local, c'est la proximité. On vit avec les gens, on écoute la même musique, on vit les mêmes événements les week-ends, on va dans les foires, dans les salons. C'est notre priorité, en tout cas pour la radio RCA. La priorité, c'est la proximité, c'est la musique que tout le monde aime et un grand, grand, grand partage. Voilà, ça c'est vraiment important, en tout cas dans la ligne stratégique de la radio, la musique qui plaît à tout le monde. Et puis, parler de notre beau territoire
que j'aime tant en plus, parce que moi je suis un passionné de Loire-Atlantique, de Vendée, de Morbihan, Ille-et-Vilaine. Enfin voilà, j'adore la région vraiment et ces 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire. Donc voilà, passionné de micro, passionné de rencontres, passionné, d'entreprise et également de prestataires dans ce monde-là aussi de l'événementiel qui là, je fais appel aux artistes également et puis aux personnes qui font vivre l'événementiel. Je suis vraiment un enfant de ce croisement-là, en fait, entre la radio, le média et l'événementiel. D'accord, très bien. Bah, écoute, on a bien compris effectivement d'où tu viens. C'est très très riche pour moi sur ce podcast parce que tu es vraiment un professionnel du coup de la voix, je dirais, de l'animation. Et on va essayer d'en faire ressortir des informations intéressantes et pertinentes pour tous nos auditeurs. Avec plaisir. Donc d'abord, en fait, j'ai envie de te poser une question qui concerne ton attrait, justement. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de commencer à, comme tu l'exprimes très bien, à parler, à t'exprimer au niveau de la radio et de l'événementiel auprès des personnes? Est-ce que tu étais timide et tu as été en dehors de ta zone de confort ou est-ce que vraiment c'était quelque chose qui t'attirait depuis toujours? Je suis un garçon plutôt réservé dans ma vie, personnelle. On appelle ça, vous savez, un ours pour 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 simplifier les choses. Non, je fais vraiment une différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, car ma vie professionnelle me pousse à parler des autres. Je parle rarement de moi. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais tout de suite une relation avec l'autre. On n'est rien sans les autres. Un D'accord. animateur pour présenter soi-même, il va pas intéresser grand monde. Pour revenir à ta question, le goût de la radio, me vient de mes grands-parents, en fait. Quand j'étais petit, moi, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents. Mes parents travaillaient beaucoup, donc à toutes les vacances scolaires, j'étais, chez mes parents. Ma grand-mère aimait la radio, était une vraie passionnée de radio, était fidèlement branchée sur RTL du matin jusqu'au soir. Si je m'appelle Fabrice, c'est pas pour rien. Ça rend hommage à un célèbre animateur, de la Maison Rouge. Heu, donc ça a été un amour, en fait, de la radio, à écouter la radio, à s'imaginer ce qu'il y avait dans cette boîte magique avec, des enceintes, avec, des petits boutons et on entendait des voix qui racontaient des histoires, des belles histoires, parfois des mauvaises histoires, mais en tout cas, c'était un lien entre cette boîte-là et nous, en fait, en tant qu'auditeurs et c'était la voix qui passait. Passionné notamment par des gens comme Francis Zégut, passionné par des gens notamment comme Max Meignier, que j'ai eu la chance, moi, de pouvoir écouter avec Les routiers sont sympas. C'est des flashs comme ça que j'ai de l'amour du média qui vient petit à petit et qui vient de cette passion de la voix, qui vient aussi de cet accompagnement, en fait. On n'est jamais seul avec la radio et je pense que j'ai été attiré très rapidement par ce lien que la radio te donnait, sur le monde, sur, cette une personne qui t'accompagne, en fait, qui te suit du matin jusqu'au soir, qui te réveille la nuit, qui t'accompagne la nuit quand tu es sur la route. C'est ça, en fait. Tu n'es jamais seul avec la radio et ce lien se crée petit à petit et ce lien fait, rapidement aussi, place à la passion. La passion qui, tout simplement, vient de la voix. Passionné de la voix, avec des gens comme André Torrent, qui étaient des animateurs d'RTL. Donc moi, je suis très RTL, en fait, hein. Je suis assez désolé. J'ai grandi et j'ai animé ma passion, moi, avec cette belle Maison Rouge. Avec ses voix, avec voilà, je te parlais de Francis Zégut, Maurice Favire et cetera. C'est des gens aujourd'hui, qui m'inspirent encore dans ma façon de faire de la radio. Cette proximité avec l'auditeur, cette façon de parler, de poser sa voix. Car l'élément quand même en radio principal, c'est la voix. Tout à fait. C'est donc voilà cette passion, elle vient, de cette écoute assidue, fidèle de ma grand-mère et je la suis et je l'écoute cette radio et je la vis. J'ai des anecdotes, mais j'en ai plein avec, mes grands-parents qui tenaient le cahier pour la valise RTL. C'était ce lien-là qui avait, et là on voit la puissance de la radio, l'accompagnement. C'est des voix, c'est des situations, c'est des grands moments aussi de la radio qu'on peut vivre que par la voix sans avoir l'image, l'imagination. Je pense qu'aujourd'hui on n'imagine plus en fait, Merci. malheureusement, ou plus assez. Donc c'est ça la réponse que je peux t'apporter. Ok, merci Fabrice. Alors, j'ai envie de faire remonter ce que tu as dit. Tu as dit, moi, je suis un ours.
donc au niveau de ta personnalité, au niveau dans ta vie personnelle. Et Ouais. en même temps, enfin, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais pas pu voir parce que nous, on se connaît dans le cadre du travail. Pour Mmh. moi, voilà, tu es très extraverti. Donc, je tiens à le faire remonter, à le souligner pour les personnes qui écoutent parce que ça revient souvent de personnes qui se disent: ah non, mais moi je suis timide ou je suis réservée, ou là là, je peux pas parler en public. Comme quoi, tu en es l'exemple vraiment pertinent que c'est dans nos personnalités, il y a des choses différentes. Tu as certainement besoin de te ressourcer d'une Oui, certaine façon chez toi, mais c'est pas pour autant que tu es pas quelqu'un justement qui est lié à l'externe et qui cherche à communiquer avec les autres. Donc, mais je trouve que on a toujours, c'est important à faire remonter. il y a toujours une raison pour laquelle on vient se mettre devant la scène, en fait, devant un micro. Il y a toujours une raison particulière, pour pas rentrer dans une vie, qui n'a rien d'exceptionnel et rien d'extraordinaire, jalonnée de bonheur et tant mieux, j'en profite. En fait, pour vraiment comprendre d'où vient cette passion, il y a un élément aussi important, qui est, à savoir, c'est que j'étais, à l'époque, muni d'une petite touffe, sur ma langue. J'avais ce que l'on appelle un cheveu sur, la langue, un zozotement, et pour faire encore plus fort, je bégayais. Quand vers 11, 12 ans, vous dites à vos parents, d'une manière comme on a du mal à s'exprimer parce qu'on a du mal à parler, on bégaye un peu et on a un cheveu sur la langue, hem, vous dites à vos parents: «Je veux faire de la radio». Dans ce Hmm. cadre-là Ça a dû dans être ce un grand cadre-là moment. comment? Ça a dû être un grand moment. Oui, oui, mais avec tendresse, je revois les yeux de mon père et de ma mère, et là, je les remercie grandement parce qu'il y a eu un regard d'amour, il y a eu un regard de confiance. À l'inverse, d'autres parents auraient dit: «Mais tu déconnes ou quoi? Tu bégayes et tu as un cheveu sur la langue, tu sais pas trop parler mon gamin, abandonne». Mais non, au contraire, les et je pense qu'on construit les êtres, on nous construit par ce ciment familial. Si vous êtes poussé à être bon, si vous êtes poussé dans vos derniers retranchements, si on vous dit: «Vas-y, fais-le, parce que c'est maintenant que tu vas y aller. Parce que si tu veux, tu vas travailler et le cheveu sur la langue, eh bah, tu vas l'enlever». Tu bégayes. Alors j'étais pas un bégaiement, fort, mais j'étais un bégaiement qui pouvait effectivement nuire à un échange compliqué. Si on vous dit à ce moment-là: «Vas-y, fais-le, car tu peux le faire». C'est toute la confiance en toi qu'on te donne à ce moment-là et ne pas être tiré vers le bas. Mes parents m'ont tiré vers le haut. À partir de ce moment-là, vous faites quoi? Des heures et des heures et des heures et des heures avec un stylo là, ici, le crayon dans la bouche. Il n'y a que cette solution-là pour commencer à articuler, à pouvoir articuler correctement, à pouvoir timer également ces discours, à pouvoir leur donner du relief. Tout ce qu'on travaille aujourd'hui en communication, voyez-vous? Eh bien, ça commence par là. Ça commence par une bonne allocution et au départ, j'étais parti, je peux vous dire avec, beaucoup de choses, beaucoup de choses négatives. Ça, c'est clair. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que les parents ont un rôle primordial, primordial dans ce qu'on devient, dans ce qu'on est, et ça, on a de la chance ou pas de tomber dans une famille qui puisse vous comprendre, en fait. C'est ça, qui puisse vous aider, qui puisse vous faire confiance, qui puisse vous dire à un moment: «On y va, on va t'aider, parce que maintenant on a un challenge là». Et là, l'objectif, il est placé, en fait. On peut pas avancer dans la vie sans avoir un objectif ou 2 ou 3 ou 4. C'est comme des sportifs, c'est comme des hommes politiques, c'est comme atteindre un but, c'est comme un chef d'entreprise qui veut, faire et voir prospérer son entreprise. On a un but, eh bien, on met tout en œuvre pour y accéder. On met tout en œuvre pour réaliser ce qu'on doit avoir à la fin, c'est la réussite. Et c'est pas négatif de parler de la réussite. Au contraire, on a besoin de challenge. Moi, j'ai besoin d'être challengé. J'ai besoin d'avoir un but pour avancer. Voilà, c'est pour faire appel à une anecdote avec la musique. Johnny Hallyday, quand il montait sur scène, son producteur, hein, monsieur, Camus, disait: «Bon, tu commences par quoi ce soir?» Johnny dit: «Je sais pas, on va voir». Et puis Johnny lui disait: «Tu sais, on va commencer, je sais comment je commence, je sais comment je termine et entre les 2, on se débrouille». C'est ça en fait, c'est d'avoir l'objectif, d'avoir la confiance de son entourage, d'avoir cette persévérance et puis y aller un moment, se challenger.
On voit tellement de gens qui: «Non, je vais pas y arriver». Non, si, tu vas y arriver. Il y a plein de là, on voit des sportifs en e-sport réaliser des prouesses, parfois effectivement, amputer, des bras, des jambes. Et quelle force mentale! La force mentale, l'objectif, l'envie de se dépasser, d'être meilleur et aussi d'atteindre l'objectif et d'être bon aussi. Et ça s'apprend. Du coup, Fabrice, pour résumer un petit peu ce que tu viens de dire, qui rejoint aussi la personne, tu vois, que j'ai interviewée hier, qui est un ancien sportif de haut niveau. Donc, Mmh. il y a un énorme parallèle avec ce que tu viens de dire. Donc, lui, en tant que coach, il a mené des personnes aux Jeux Olympiques. Et toi, c'est tes parents qui t'ont mené à ton Jeux Olympiques Mmh. de relever ce challenge. Donc, Ouais, hier, on avait l'exemple du coach. Aujourd'hui, on a l'exemple au travers de toi de ton entourage familial qui a mmh, cru en toi, qui t'a vraiment donné confiance en toi. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, ben, ça fait remonter la confiance en soi, effectivement, tout dans à la fait. prise de parole en public. Est-ce que toi, il y a eu des fois où, je ne sais pas, alors je crois moi personnellement aux vertus de l'échec, est-ce qu'il y a eu des fois où peut-être tu as manqué de confiance en toi ou des choses qui ont fait que tu as trouvé que tu n'as pas fait une bonne prise de parole en public? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive, alors que ça ne devrait pas arriver. C'est ça qui est important. Comme tu le sais, Magali, la prise de parole en public, c'est 80 de travail. C'est une préparation. L'improvisation fait partie de notre métier, évidemment. Pour moi, l'improvisation, c'est une capacité à pouvoir rebondir sur un événement inattendu, c'est tout. Une prise de parole en public, moi j'anime des séminaires, j'anime des plénières, on n'a pas beaucoup, en tout cas, dans ces cas-là, de hasard. Tout est calibré, millimétré encore plus aujourd'hui, où on anime aussi des événements en distanciel avec des caméras, donc on change de métier. Notre métier, d'événementiel n'est pas aussi un métier avec un écran. L'écran change beaucoup de choses. Donc oui, il y a eu des fois où tu sors du plateau, tu sors de la scène, tu dis: «J'ai j'ai pas». Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a dit à ce moment-là? Est-ce que je doute de moi? Quand tu es sur scène, tu doutes de toi, c'est terrible, c'est terrible. Tu doutes de toi parce que, tu te demandes si ta braguette est fermée. Et Excuse-moi. mais rapidement, tu peux te dire: «Non, elle est fermée, ça va». Tu manques, de confiance en toi parce que la personne qui est à côté de toi est plus forte que toi et qu'à un moment, elle prend le dessus sur toi. Moi, dans ce cadre-là, j'en fais pas plus, j'en fais pas moins, je fais mon travail et j'oublie pas que, mon métier est de valoriser les autres. Donc il y a pas de sentiment, de hiérarchie sur une scène. Tu es là pour animer, tu es là pour mettre en valeur les autres. Donc à partir de ce moment-là, quand on se replace, tout simplement à son niveau et au lieu où on doit être, ça va. C'est l'humilité, que j'ai encore une fois appris sur cet événement-là. Je le perçois en plus, hein, cet événement, c'était pour un célèbre club de foot d'ailleurs, enfin je pourrais te le citer. J'étais dans le Nord. C'était une grosse soirée d'entreprise pour le RC Lens et donc il y avait des artistes, il y avait de très, très beaux artistes. Il y avait un imitateur que j'adore, c'est Eric Barr qui est juste monumental. Il y avait des artistes, enfin de cirque et tout, c'était une grosse soirée. Je sors de scène et je me dis: «J'ai pas été bon en fait, j'ai pas été bon» et donc là, la remise en question est importante. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se remettre en question, on n'a pas la science infuse. Même les grands orateurs de ce monde, que ce soit sur les TEDx ou que ça soit sur les choses, on est là, on se dit: «Ah, j'ai pas été bon. J'ai pas retenu mon public là, je n'ai pas passé le message que je voulais faire passer». Humilité, on apprend de l'humilité, on apprend à retravailler plus, on apprend à se repositionner. On apprend également à peut-être perdre quelques kilos en plus parce qu'on a arrêté de fumer, on a pris du poids et puis on s'est voilà, parce que physiquement, on n'est pas au top. Ça, c'est important. C'est ce que je vis aujourd'hui, toi. Moi, j'ai arrêté de fumer il y a quelque temps et j'ai un appétit, assez voilà. Donc tu as pris quelques kilos, mais ça peut te déstabiliser, toi, sur scène. Parce que justement, on regarde la personne qui parle, parce que tu es le centre d'intérêt. Donc toutes ces informations, ces vecteurs également, peuvent déstabiliser quelqu'un qui prend la parole. Parce qu'on doit être irréprochable, on ne doit pas bégayer, on ne doit pas faire une faute, on ne doit pas faire une faute de liaison, on doit être parfait.
Et c'est la recherche de la perfection qui est intéressante dans notre travail. C'est ça, moi, que j'adore. Et le jour où tu fais une présentation qui est pas bonne, où tu t'es senti un peu léger, où tu as pas rebondi parce que, le directeur général du groupe, a eu une bonne vanne et toi, tu «Mince, c'était pas prévu, mince, alors je fais quoi?» tu vois? Déstabilisation. Ouais. Se recentrer après, se recentrer. Ce qui est plus dur, c'est que lorsque tu sors de scène et tu as encore un combat à mener parce que c'est pas fini, bah, c'est Ouais. encore pire. Ou c'est encore mieux, en fait. Je dirais que c'est encore mieux. C'est que tu te dis: «Qu'est-ce qui n'a pas été?» Analyse tout de suite. Humilité. Ouais, moi j'ai appris l'humilité, rapidement dans ce métier car je sais pas si on y reviendra, mais au début quand tu commences la radio, voilà, tu rencontres des gens et tu parlais de mes parents, il y a aussi des rencontres importantes dans ma vie avec, un directeur de radio, et un directeur de station, de fun radio. Ouais, Donc des c'est tout personnes ça. qui ont fait Ouais, un c'est ça. parcours aussi qui ont enrichi les parents, les rencontres, Moi, ceux j'ai qui des ont moi, mis j'ai en des toile. rencontres magnifiques, enfin, j'ai des rencontres magnifiques et si on a le temps, on pourra en reparler, mais parce que c'est important dans l'évolution d'un professionnel. Vraiment, je trouve que c'est important. Pour revenir rapidement à ta question et pour y répondre complètement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça, c'est important. Oui, ça m'est arrivé et qu'est-ce que ça m'a apporté? L'humilité, le travail, reprendre un peu les rênes, en fait, mais pas forcer. Se remettre à sa place et dire: «Maintenant, on va le faire peut-être différemment. J'ai peut-être mal abordé les choses. J'étais peut-être mal, briefé, j'ai mal, travaillé mon truc». La conséquence, c'est l'analyse sur soi. C'est pas la faute des autres. Pour moi, ça n'a jamais été la faute des autres. C'est toujours toi parce que tu es le meneur, tu es le passeur de plat, comme on dit dans le métier, heu, parce que tu l'as mal fait, pourquoi? Et bah, tout de suite, tu dois te reprendre en main et continuer le combat et repartir au combat. C'est comme une chute de cheval, hop, tu remontes directement et ça m'est arrivé de tu pas très bon, deuxième round, OK, hop, tu remontes et là, tu reprends les choses et différemment. Ok. Donc humilité et de grandes questions, voilà, c'est vraiment pourquoi ça n'a pas été et trouver des solutions. Fabrice, j'ai envie de te demander par rapport à ça, est-ce que tu as, toi, des choses à transmettre à nos auditeurs sur des rituels, des habitudes de vie, des choses qui t'aident, toi, justement, soit à rebondir après, une fois que tu as analysé tout ça, ou Mmh. bien à travailler ta voix, ou à être plus zen, parce que je sais qu'il faut être intérieurement zen quand on est sur scène. Est-ce que tu as des rituels, des habitudes, des choses qui t'aident, que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Alors des habitudes, bah, la préparation d'un événement, ça on peut pas faire autrement. C'est 80 de prépa enfin, c'est 80 de préparation, 20 pour moi d'improvisation et encore, le ratio aujourd'hui commence encore à baisser. Je dirais on serait sur un 90-10 aujourd'hui. Hem, les rituels, j'ai pas d'habitude. J'ai pas d'habitude. Si alors, si j'en ai une, mais c'est vraiment personnel en fait, tu vois, j'embrasse pas de médaille ou quoi que ce soit, tu vois? Non, je me parfume en fait. Tu sens bon. En fait, tu sais pourquoi? J'étais assez jeune quand j'ai rencontré un artiste de cirque, avec qui j'ai commencé, à prendre le micro, mais devant les gens, un artiste, donc il était clown et il se parfumait. Il me dit: «Voilà, je me parfume». Je lui dis: «Pourquoi tu te parfumes autant?» Il me dit: «Parce que je vais créer en fait autour de moi ma bulle. Je vais créer un espace qui va m'appartenir Hmm. et je vais comme ça maintenant déplacer mon univers qui est pour moi imaginé et parfumé». Et Hmm. j'ai trouvé ça assez beau en fait et on se crée un espace et après, c'est pas le seul, hein, Éric Barre aussi l'humoriste dont je parlais tout à l'heure que j'aime beaucoup, se parfume aussi et donc c'est la création d'une bulle où on se sent en sécurité. C'est assez psychologique tout ça, mais c'est utile, c'est utile, voilà. Non, sinon pas de rituel, pas de rituel. C'est très joli ce que tu dis. Je coachais une dame hier qui est dans le domaine politique et je lui parlais justement de cette histoire de bulle, mais en visualisant. Et Mmh, j'avais jamais pensé à l'odorat. C'est vrai que ouais. la bulle, c'est c'est les cinq sens. Donc moi, je lui parlais de la vue, de visualiser une bulle visuellement. Mais merci pour cet exemple du parfum. C'est Et au très fil sympa.
Et au fil du temps, moi, j'ai eu la chance de côtoyer des chanteurs français et internationaux, alors moins internationaux quand même, mais il y a beaucoup, beaucoup qui ont ce rituel, des chanteuses, des chanteuses. Effectivement, c'est assez impressionnant. C'est Mmh. cette création d'une bulle qui n'est pas palpable, Ouais, mais c'est qui nous appartient. mmh. C'est ça. Ouais, c'est un autre sens que la C'est vue. ça. Alors, on a parlé d'une fois où effectivement, tu t'es dit, effectivement, je ne suis pas au top dans ma prise de parole. Est-ce que tu pourrais nous donner au contraire un exemple d'une prise de parole, d'un événement, d'une animation que tu as fait où ça a juste été magique? C'est-à-dire que tu sentais que tu étais vraiment, je ne sais pas, confiant, impactant, que le public était réceptif, ou les personnes, les auditeurs étaient réceptifs. Mm. Tu sais, ce moment de magie que peuvent avoir les artistes, les chanteurs, où La grâce, ouais, voilà le moment de grâce où on marche sur les nuages. Mm. Et si tu l'as eu, comment tu l'aurais analysé aussi? Qu'est-ce qui a fait que, voilà, est-ce qu'il y aurait un... Ouais, c'est une bonne question parce que on est toujours dans l'inverse en fait. On est toujours dans le qu'est-ce qui n'a pas été. Euh, Ces moments de grâce, j'en ai eu effectivement sur des séminaires, j'en ai eu, mais c'est tellement un partage avec le public. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait ce moment? C'est ce que te donne le public. Et il y en a eu, ouais, il y en a eu quelques-uns, des moments magnifiques avec, même sans avoir 3000 personnes devant soi ou 150, à 20 personnes, parfois, tu peux passer un moment de grâce. Moi, j'anime pas mal de team building. Et quand tu es avec des gens en train de jouer au baby, qu'il se passe un truc, il y a un truc qui, quand on dit la mayonnaise prend, bah, qu'il soit 20 ou qu'il soit 3000, pour moi, c'est la même chose. Euh, je pense qu'on est toujours attiré par ces moments de grâce. On veut toujours ces moments de grâce pour tous les événements qu'on anime, en fait, je pense. J'en ai pas un en particulier. Je cherche en même temps, hein. S'il y Oui, en a un qui me marque, on doit. On n'est pas un artiste, en fait. Bah, moi, je ne me considère pas comme un artiste. Un chanteur qui fait standing ovation, un humoriste qui fait au Zénith de Nantes 15 minutes d'applaudissements. Là, il y a une valeur ajoutée, effectivement, par rapport à son travail. Notre travail est de valoriser les autres. Quand les autres sont contents de notre travail, je pense qu'on a rempli le job, en fait, je pense. d'accord. Et je suis content lorsque mon client ou lorsque les gens que j'ai en face de moi me disent: «On a passé un bon moment, tu as fait ton job, tu as partagé avec nous». Je ne peux pas considérer ce métier sans le partage. C'est pas possible. Donc ça, Alors moi, c'était certainement un moment où la personne était vraiment super bien valorisée, où elle était vraiment... c'est comme un match de foot. Moi, j'ai travaillé pour la Fédération française de football. C'est une grâce, effectivement. C'est un état de grâce avec un stade qui va répondre à la seconde près à ce que tu vas dire et qui va. Comme il y a beaucoup de disciplines, en fait, et comme en radio, quand tu lances un jeu, bah, ça explose au niveau du standard. Ça, c'est un moment de grâce. Quand tu as un stade qui, avec toi, chante et grâce à toi, effectivement, reprend l'hymne du club, c'est magnifique. Quand tu es en séminaire et quand tu es avec 20 personnes à jouer au baby-foot et qu'il se passe un truc génial, on devrait normalement avoir des moments de grâce régulièrement, en fait, c'est ça. Enfin, c'est ce que veulent les clients, toi. Ils veulent pas quelqu'un qui soit là, timide, qui soit là en train d'hésiter à parler. Notre métier étant de fédérer, en fait. Et j'ai pas dit ce mot depuis le début, mais c'est assez étonnant, en fait, euh, parce que c'est un mot que j'adore, en fait. Fédérer. On doit fédérer, un animateur doit fédérer pour faire de l'audience. On doit fédérer une audience justement dans une salle. On doit fédérer des supporters de football. On doit fédérer des gens qui jouent au baby-foot. Notre métier, pour moi, hein, c'est animateur, hein, c'est rendre vivant en fait. C'est fédérer. On ne doit pas diviser. On ne doit pas diviser. C'est pour ça que, sans rentrer dans la psycho de comptoir, hein, vraiment, mais moi je suis le premier à pas faire de l'humour en fait. Parce que humoriste, c'est un métier. Moi, je n'ai pas la capacité de faire des vannes et je fais pas du stand-up et voilà. C'est pas ça. Euh, c'est qu'on doit rester à sa place. Notre métier étant de valoriser un événement, de valoriser des gens. Et je pense que ces moments de grâce, ils sont multiples en fait. J'en ai pas un en particulier. Toi, je réfléchis, je réfléchis. J'en ai pas un en particulier qui me marque. Mm. Euh, Non, mais on a
approprié. Après, tu sais, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, enfin, depuis le temps que je te connais, ça fait quelques années maintenant qu'on se croise, qu'on se voit. Mmh. Ce qui Et qu'on ressort s'apprécie chez aussi. toi, Et hein? qu'on s'apprécie aussi. Oui, qu'on s'apprécie, tout à fait. Ce qui m'a frappé chez toi, de ce que je vois et ce qui transpire dans ce que tu viens de dire, c'est que tu es aussi bien attaché à des tout petits événements locaux. Mmh. Parce que moi, j'en connais, je vais notamment interviewer quelqu'un, mais c'est son registre qui est plutôt sur d'autres, qui est que sur des gros événements. Et toi, tu fais tout, les locaux, les moyens et les très gros. Mais ça va aussi avec ce que tu expliques. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir cette grâce, cet échange avec très peu de personnes, avec des personnes locales, mais avec des personnes Mmh. connues aussi. Tu as interviewé Aussi. beaucoup de personnes connues, hein, j'ai vu Mmh. des chanteurs. Donc c'est un registre très large qui va certainement aussi avec ce que tu as à l'intérieur, quoi. Oui, large et cohérent en fait, parce que notre métier étant de donner la parole et de poser des questions pas trop cons en fait et de s'intéresser aux autres. Tu sais, moi j'ai un bel exemple comme ça, c'était, avec Patrick Bruel. Je travaillais pour une autre radio et puis, la production de Patrick Bruel, nous invite au Zénith parce qu'on doit après, voir Patrick Bruel pour une interview qui va durer 15 minutes. Patrick qui est assez cash, hein, Patrick Bruel, vient me voir et me dit comme ça: «Tu as vu le spectacle?» Moi, en toute humilité et toute, sincérité, je lui dis: «Non». Il me dit: «Mais c'est con, tu vas me parler d'un truc» parce qu'on était là pour parler de la tournée, «que tu as pas vu, en fait. Donc je t'invite maintenant à prendre une place, Mm. on te l'offre et tu vas voir le spectacle et maintenant tu vas me parler de la chose que tu vas pouvoir vivre». Parce que Patrick Bruel sur scène, c'est juste monumental, il faut le voir. Mm. C'est ça qui est important, c'est le respect de l'artiste, en fait. C'est ce que j'ai, également appris. Je n'ai jamais fait une interview de quelqu'un sans avoir lu son livre, sans avoir, jamais écouté la moindre chanson de son album. J'ai toujours bossé et on revient au travail, à l'anticipation. On revient également à la préparation, tout ça. Je n'ai jamais eu l'irrespect, pour moi, c'est irrespectueux de recevoir un chanteur, un groupe, une chanteuse, sans avoir écouté l'album, sans avoir écouté des choses de sa carrière, sans avoir eu le moment de travail, de préparation sur sa bio, à bosser, qu'est-ce qui s'est passé, à lire des choses. Jamais, jamais j'ai fait ça. Mm. Heu, ça c'est important. C'est le respect que tu as par rapport à ça. Mm. Donc on doit s'impliquer. Si on doit décortiquer, le travail de l'animateur, c'est fédérer, c'est aussi s'impliquer dans ce qu'on doit nous donner, en fait Mm. et surtout poser les bonnes questions quand on est, intervieweur. Moi, je fais aussi des interviews d'entrepreneurs. Est-ce que et ça, c'est passionnant aussi parce qu'on découvre le métier de l'entreprise, on découvre des hommes et des femmes qui donnent parfois de leur vie parce qu'ils ont créé un bébé qui s'appelle une entreprise, qu'ils voient prospérer, qu'ils voient aussi dans la douleur. On a traversé des moments pas faciles quand même, donc on voit cette énergie, en fait. Ces gens me me nourrissent énormément aussi. Je me nourris des autres et parce que ça m'apporte aussi, j'ai rencontré des gens magnifiques, comme Lucie qui est coach, qui est juste une personne géniale. Des entrepreneurs qui aujourd'hui se battent pour, faire sauvegarder, on va dire, l'économie et les finances de leur boîte et cetera. Quand tu es passionné par l'autre, Voilà, c'est ça. c'est juste génial notre travail. Mm. Enfin moi je Ah oui, moi j'ai la chance également de faire le travail que j'ai choisi, mais tous les jours, je te promets Magali, hein, tous les jours quand je me lève, je me dis, «Je vais faire le travail que j'aime». C'est juste magnifique. Alors comme tu le dis, sans faire des événements tout le temps qui sont juste, géniaux, ou grandioses. Pour moi, tout événement et tu l'as dit, tout événement est génial à faire, quoi. Quand je suis dans, et toi quand moi j'aime bien parfois me challenger donc moi j'ai une boîte d'événementiel à côté et on fait, notamment des soirées d'entreprise où on a aussi des soirées dans des bars avec un karaoké ou des quiz. Parfois je me dis: «Je vais en faire une parce que je vais aller me challenger, quoi». Mm. Tu as personne devant toi, tu as 2 tables et là tu dois créer le truc, en fait. Mais le cœur du métier, il est là. Tu sais que c'est alors évidemment que tu le sais, mais c'est beaucoup plus facile d'arriver en convention ou d'arriver en speaker, tu vois? Dans des moments où tu es invité, dans des séminaires où tu es speaker professionnel, tu vois? Et tu vas raconter quelque chose. C'est plus facile d'être dans ce cadre-là que d'aller, jouer avec, des personnes qui sont assises tranquillement en train de siroter une petite bière à consommer avec modération, mais c'est beaucoup plus, difficile, en fait.
Le métier d'animateur, il est multiple et varié. Speaker, animateur, présentateur. Enfin, il y a tellement de cadres en fait que notre métier, on est relais de quelque chose. On est un lien entre un événement, une personne avec un public en fait. Pour moi, Ce que tu exprimes, c'est le fait d'être attendu. Donc, tu es attendu, tu es déjà un petit peu dans tes chaussons. Et dans l'autre cas, tu dois faire ta place et tu dois faire en sorte que les gens aient envie de t'attendre une autre fois. Mais c'est bien de challenger également, de se challenger également dans cet univers de l'animation qui est pour moi multiple. Moi, j'ai travaillé à mes débuts pour une grande enseigne de distribution pendant quelques temps, qui m'a beaucoup appris également, qui m'a beaucoup appris. Comment on parle dans un magasin. J'ai eu la chance, alors, vers 19 ans, je suis mis à coups de pied aux fesses dans un Leroy Merlin. 18 ans. 18 ans. Je Oh, suis, je suis loin de chez moi, je suis à Compiègne, dans le centre commercial Venette. Tu vois, voilà. ah oui, tu plantes bien Donc, le décor là. Oui. toi, tu es à Venette, tu es à Compiègne, tu connais personne, tu as 19 ans, tu parles de bricolage. Il y a une incohérence, mais on y va. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était dans un rayon perceuse. Mais la vie est tellement belle. La vie est tellement belle. Et ce monsieur a été animateur toute sa vie, en fait. Il était à la retraite, enfin à la retraite, il était proche de la retraite. Puis il avait fait 40 ans de carrière dans l'animation, des foires de Paris, des foires monumentales, des événements. Le mec, mais juste bon et magnifique, un être mais génial et solaire. Et ce monsieur, ou a pitié de moi, ou sent vraiment la jeunesse, soit le bois tendre D'accord. et on se prend d'amitié tous les deux, on mange ensemble, etc. Lui, il vend son truc dans le rayon. Et puis, on mange un samedi ensemble. On était sur beaucoup de week-ends d'animation. Et on bossait vendredi et samedi, etc. Et cet homme m'a donné les clés pour être animateur ou commercial ou animateur en événement et en salon, en fait. M'a donné les clés importantes. Et ces clés-là, ouais, si un jour je peux les partager, je les partagerai comme lui a partagé ça. Mais encore une fois, une rencontre, Magali. Ouais. Ah Et oui. je pense qu'on est nourri des autres. On est évidemment nourri des autres. On ne peut pas se faire soi-même, c'est pas possible. Mm. Sans public, il n'y a pas d'animateur. Sans public, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de comique. Le public est notre caisse de résonance. Tu sors une vanne, tu sors un truc où tu es en train de parler en séminaire devant 3000 personnes, si ça ne répond pas, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. C'est ça en fait. C'est un On n'est rien sans le public, on n'est rien sans l'auditoire, on n'est rien sans nos auditeurs quand on est en radio, tu vois, c'est mm, ça. Et il c'est ne faut un pas lien. oublier l'autre en fait. Et Mm. souvent, moi j'aime bien participer à des réunions avec avec des experts de prise en parole, en public, etc. Et il y en a quelques-uns qui ont la délicatesse de dire qu'il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est le public. J'ai vu des excellents orateurs se perdre dans des méandres pas possibles, partir dans des trucs, revenir. Moi, il m'avait perdu au bout de 10 minutes. Mais j'ai vu d'excellents orateurs avec qui j'ai pu échanger, qui m'ont donné leurs livres, qui m'ont donné des conseils et qui ont partagé avec le public. Mm. C'est Qu'on tout à soit fait très. ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai transféré une citation il n'y a pas très longtemps qui disait en quelques mots que en communication, l'important c'est de comprendre celui qui écoute. Et ça résume assez ce que tu dis. C'est vrai que voilà, à partir du moment où on a compris ça, ben, on C'est est au ça, service aussi de celui qui écoute, de ceux qui écoutent, s'adapter. s'adapter. Tout à Ouais, fait. s'adapter. Je pense que c'est important pour notre métier de s'adapter, voir rapidement qui on a en face Ouais, et adapter notre discours parce qu'on sait adapter notre discours car tout c'est à fait. notre métier. Mais tu vois, c'est rendre vivant, animer, fédérer et après s'adapter. Si on veut faire comme ça des chapitres à Voilà. cette intervention, c'est s'adapter, Tout à effectivement. fait. Et tout à fait. Et c'est vrai que dans ce podcast, en fait, j'ai mis un petit peu des sujets sur la prise de parole et on aura des professionnels justement de la personnalité, dont bientôt une personne sur l'énéagramme. Moi, je suis moi-même formée en énéagramme et il interviendra là-dessus. Et je trouve que ça va être aussi très intéressant de décortiquer toute cette partie personnalité. Mm. En tout cas, Fabrice, on pourrait discuter des heures. C'est vrai on a bien échangé, et puis je pense qu'il y a encore tellement à dire. Ce sera peut-être l'occasion d'un deuxième podcast, hein, pourquoi Pourquoi pas. pas?
Pourquoi pas? En Pourquoi tout pas? cas, pour finaliser, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs qui se disent, comme souvent, moi j'ai peur de parler, je suis complètement stressée parce que je dois présenter quelque chose. Tu vois, là, je coach quelqu'un en ce moment bah, qui est pas mal stressé, mais ça va le faire. Quel conseil tu pourrais donner par rapport à ton expérience et ce que tu as commencé à nous dire quoi, sur le fait d'y aller, mais Mais des conseils, c'est compliqué parce que toi, moi, je considère que je suis un pro de l'intervention en public. Tu vois, je suis un animateur de métier, c'est mon travail. Euh, de là, donner des conseils, alors c'est des petits conseils. Enfin voilà, c'est des petits trucs, mais qui sont tellement essentiels en fait. C'est croire en soi. Je pense que tout le monde le dira, tout le monde le dira. Se sentir bien au moment où on est, être là, bien présent. Ça, c'est important. Tu vois, c'est avoir confiance en soi. Et quand on fait quelque chose, être à 100% pour la chose. Après, évidemment, mettre une chemise, machin, ou le costume, être bien dans ses vêtements, tout ça, travailler, son aspect solaire, tout ça, mais c'est après. Mais je pense que si j'ai 2 conseils à donner, c'est 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 ces 2 là, en fait. Avoir confiance en soi et quand tu es là par contre et tu pas ailleurs. Parce que là, quand tu dis ça, mais il y a plein de chapitres, là, on peut parler pendant 4 heures. Parce que la confiance en soi. Et après, le chapitre 2, c'est être là au moment où on est. Quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles vraiment, avec des mots justes, des mots forts, et t'es pas ailleurs, en fait. Voilà, ça fait appel à sa vie perso, machin, etc. concret. Et nous, on travaille. Mais nous, on travaille. Moi, je lis des bouquins. Enfin, on a de cesse de travailler, de se référer à des grands noms, des gens qui savent. Donc, moi, je suis pas grand monde, en tout cas. Mais c'est ces valeurs-là que je défends. Cette volonté à être bon passe par également une critique régulière de qui on est, de comment on est. Et puis de s'aimer, bordel. Excuse-moi d'être vulgaire, mais à un moment, arrêtons de s'excuser tout le temps. Arrêtons de dire que non, je vais pas y arriver. Non, je suis pas belle. Non, je suis pas beau. Je suis trop gros. On s'en fout un moment. Un moment, on s'en fout parce que si on s'aime soi-même, un moment, c'est juste le bonheur parce qu'on va s'accepter. Tout à fait, l'amour de soi. Bon, bah écoute, C'est- Tu vois un peu, il y a mm, différents, il y a plein de domaines et c'est vrai qu'on est passionnés tous les deux par l'autre en fait, par soi-même. On est passionné par comment on peut être meilleur demain, comment on peut s'améliorer et mm, comment on peut aussi être représentatif pour les autres et par les autres. mm. Non, mais je Alors pense là, il y a qu'on du boulot. va pouvoir se faire un deuxième podcast, peut-être Quand sur tu la veux. partie développement personnel, parce que je crois qu'il y a pas mal de petites choses qui mériteraient d'être développées. En tout cas, merci beaucoup Fabrice. Merci, je crois que ça va être assez riche pour les auditeurs. La richesse, c'est vraiment les partages d'expériences, et tu nous en as partagé pas mal, voilà, qui permettent de comprendre un petit peu l'évolution de chacun. Mm. Les personnes pourront y prendre ce qu'ils ont à y prendre, ce qu'ils trouvent intéressant. Et quand tu parles de richesse, hein, c'est quand même le savoir est quand même la plus grande richesse, quoi. Enfin, pour moi, une voiture d'une grande marque avec un cheval cabré n'a pas de valeur pour moi en fait. Pour moi, c'est ce qu'on peut transmettre à l'autre, encore une fois. Mm. C'est la richesse du savoir, de ce que je peux te partager. Et ça, par contre, on peut le multiplier à l'infini parce que le savoir, et je suis notamment la personne qui, euh, qui a cité cette phrase, mais notre savoir, autant le faire partager. Merci en tout cas pour l'invitation, Magali, c'était super sympa. À la fin. Eh ben, Euh, écoute, c'était un très très bon moment. Moi, je souhaite beaucoup de succès à ton émission, à ton podcast, à cette belle aventure également, de cette mise en valeur des autres, de cette mise en valeur également de l'humain, parce qu'on en a besoin, d'humaniser une société qui est en train de se déchirer de partout. Et ça fait du bien de parler, d'échanger, de parler d'amour, de partage et d'animation, que c'est bon. Merci. merci à toi, Fabrice. Merci, merci, et à très 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 vite. À très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.